Chartres. Depuis plus de 8 siècles, sa cathédrale est un haut lieu de la spiritualité qui attire les pèlerins, les peintres et les écrivains. Dans l'axe du chevet de la cathédrale se trouve la chapelle Saint-Pia, qui abrite son trésor. En 2018, en vue de sa restauration, un concours est lancé pour la création de vitraux. Parmi les 19 candidats, c'est une artiste coréenne qui est choisie, Bang Gae-ja. Calligraphe, peintre et poète, Bang Gae-ja, qui vit aujourd'hui en France, travaille depuis de nombreuses années dans une démarche spirituelle en lien avec la nature qui associe bouddhisme et christianisme. Les 4 vitraux qu'elle a conçus pour la chapelle du XIVe siècle sont une méditation contemporaine autour de la lumière, la vie, l'amour et la paix. C'est une chance inouïe pour Chartres d'accueillir une artiste venant d'Orient et qui produit effectivement un vitrail nouveau, puisque ça permet à l'histoire du vitrail de se poursuivre et de ne pas rester figé sur une période médiévale qui pourrait être jugée un peu conservatrice dans le rapport qu'on peut avoir avec le Moyen-Âge. Donc là, la création est vivante et Bang Gae-ja nous apporte une création du vitrail qui est totalement marquée par son origine orientale et en même temps totalement reçue par une tradition occidentale. Je passe ma journée à peindre et à m'amuser. Bang Gae-ja arrive à Paris en 1961, à l'âge de 24 ans. Préservant sa culture coréenne en utilisant des matériaux d'Orient, elle mélange dans ses premières œuvres ses inspirations nouvelles glanées en Occident et les techniques qu'elle a apprises dans son pays d'origine. C'est pas la première artiste à venir en France. Elle s'inscrit dans un mouvement qui est un mouvement beaucoup plus large. Il y avait eu quelques artistes coréens dans l'entre-deux-guerres, dans les années 1920-1930, à Paris. Et puis ces artistes étaient retournés en Corée, certains étaient devenus profs, certains avaient écrit, donc ils avaient entretenu l'image de Paris, capitale des arts. Et cette image de Paris, capitale des arts, elle reste très prégnante sur la scène artistique coréenne pendant toutes les années 50.
Ce qui est très surprenant, c'est que mon père et ma mère ont toujours rêvé d'aller étudier à l'étranger. À l'époque, les occupants japonais infligeaient d'innombrables persécutions à la population coréenne. Mes parents voulaient partir. Ils ont souffert pendant 40 ans. Et c'est leurs enfants qui ont décidé de partir à l'étranger. Ma sœur est partie en premier. Ensuite, ce fut mon tour, puis mon frère. Pour moi, en tant que peintre, Paris était le plus bel endroit. Et mes parents étaient d'accord avec moi. C'est moi qui ai pris la décision de partir. Mais ce sont nos parents qui nous ont transmis leurs vieux rêves. Au début du XXe siècle, la péninsule coréenne est colonisée puis annexée par les Japonais qui exercent une domination impitoyable, économique, sociale et culturelle. En 1945, après la capitulation du Japon, la Corée est divisée en deux. Le nord, sous influence soviétique, et le sud, sous influence américaine. Notre génération a vécu une époque très malheureuse. Un grand nombre de personnes ont souffert à cause de la guerre. J'ai beaucoup souffert jusqu'à l'âge de 7 ans. Mon père et ma mère étaient instituteurs à la campagne. Ils ont réussi à nous élever dans la paix, proche de la nature, loin des atrocités et des souffrances. Mon père était un sage. Un jour, il m'a emmenée au mont Séolac. On a passé une semaine ensemble. Il m'a fait découvrir la beauté du pays. Il m'a initiée à la spiritualité. En 1961, au cours d'un pèlerinage d'étudiants, Banghaïja découvre la cathédrale de Chartres et ses vitraux. C'est une rencontre qui la marquera pour sa vie entière. Vous savez, c'est une expérience extraordinaire parce que nous avons, en tant qu'étudiants, on a fait un voyage vers Chartres. Parce qu'à cette époque-là, beaucoup de gens faisaient ce voyage. On arrive jusqu'à un endroit et on marche après vers Chartres. Et on avait même mal aux pieds tellement on a beaucoup marché. Après, tout d'un coup, on attend les cloches de Chartres. Mais on était tellement touchés. De là, il y avait un message magnifique, magnifique.
y a un dialogue qui a été voulu sans doute par Bangaja, qui connaît bien la cathédrale de Chartres et qui a été suffisamment ému, émerveillé par les splendeurs chartraines pour ne pas en être marqué profondément jusque dans sa création artistique. Donc il y a un rapport évident à Chartres entre les vitraux que l'on voit dans la chapelle Saint-Pia actuellement et ceux de la cathédrale, à savoir l'art des roses. Donc, il se trouve que l'art du vitrail a trouvé son épanouissement dans les grandes rosaces, nord, sud et ouest, que la cathédrale de Chartres a conservées de l'origine. Et ces grandes rosaces traduisent ce mouvement extraordinaire de retour au centre, avec une centralité qui est marquée par le noyau, et en même temps une centralité qui n'est pas immobile, qui n'est pas un enfermement, mais qui donne naissance à un rayonnement. Et donc on a les deux forces, une force centripète qui conduit au centre, et en même temps ce rayonnement, force centrifuge, qui fait que nous sommes complètement pris par un rayonnement qui est de l'ordre d'un rayonnement cosmique. Donc en proposant ces fameuses, que j'appelle des roses, ces fameux cercles, il y a un dialogue évident avec les roses de Chartres. Et pour moi, médiéviste, il y a aussi un dialogue, sans doute inattendu, entre les productions d'une moniale germanique, Hildegarde de Bingen du XIIe siècle, qui, par ses visions mystiques, a positionné précisément la force du cercle et la force du centre comme étant le cœur même de la vie spirituelle, non, encore une fois dans un esprit de rayonnement universel, et ce que fait donc Bangaja. Ce rapprochement n'est pas volontaire, il est pour moi le signe d'un grand dialogue entre les cultures qui est très ancien et qui fait qu'aucune culture ne peut s'enfermer dans sa propre définition, puisque la définition de chaque culture relève d'un dialogue avec les autres cultures. Dans ses fréquents retours en Corée, Bangaja revient à sa source première d'inspiration, se replonge dans l'atmosphère des temples bouddhistes qu'elle visitait enfant avec son père. La paix qui émane de ces lieux, l'inspiration qu'elle y trouve, la méditation qu'elle pratique et le sentiment d'avoir un message à communiquer sur les valeurs spirituelles de la lumière influencent profondément son travail. À mon avis, toutes les religions sont les mêmes. Quand on cherche profondément dans notre cœur, elles sont la rencontre du ciel et de la terre et nous procurent la joie intérieure. Tout va petit à petit devenir ainsi. Je l'espère du fond du cœur. Le christianisme, le bouddhisme, les religions d'Orient ne forment qu'une religion pour devenir celle du cœur. Les religions s'unissent et s'entrelacent. C'est ce que je ressens tous les matins. Tous les matins, je regarde les rochers, la solidité du monde qui aide les êtres humains. À gauche, je salue, c'est représenter tous les
religion, le maître de religion. L'autre côté en face de montagne parfait qui nous élève vers le monde magnifique. Et j'embrasse tout le monde, tout ce que je connais. Je me mets en méditation, tous ces trois éléments qui nous aident à lier ensemble. En imagination, je monte au ciel et je descends par terre. Et c'est la communication ciel-terre qui rayonne en moi et quelque chose que je voudrais vraiment exprimer. Précisément, c'est ce qui est très beau dans l'itinéraire de Bongaija, c'est d'aller d'Orient en Occident. Et elle dit qu'elle a trouvé ses racines d'oriental en Occident. C'est-à-dire qu'on trouve ses racines dans le déplacement, dans le rapport à l'altérité. Et donc, il n'y a eu, dans l'histoire de l'humanité, de cesse de ce dialogue entre l'Orient et l'Occident. Et la tradition chrétienne, en particulier, manifeste très bien ce dialogue par le concept central du christianisme, qui est celui de la résurrection, qui se dit en grec « s'éveiller », l'éveil. Et l'éveil, à Antioche, quand on écrit les évangiles de Matthieu à Antioche, on sait très bien que cette grande expérience de l'éveil, ça vient du bouddhisme, qui est connu et qui transite par ces routes de la soie, enfin ces routes qui amènent des produits précieux d'Orient en Occident et sans doute aussi dans l'autre sens. Mais c'est un des produits les plus précieux, c'est précisément cette capacité de se centrer pour s'éveiller. Et donc, la lumière relève de cette dynamique de l'éveil, parce qu'on passe nécessairement de l'obscurité à la luminosité la plus totale, d'une façon progressive, et ça correspond effectivement au moment du matin, au moment de l'Est, donc l'Orient, déterminant dans la cathédrale, puisque la cathédrale est orientée, pas strictement au sens de la boussole, mais spirituellement, symboliquement, profondément orienté. On part de l'Occident, qui est le lieu de la mort, oxydéré, et on remonte à l'intérieur de la cathédrale vers ce moment du levant, Orient Tour, ce qui se lève et qui s'éveille précisément à une création nouvelle. Le seul moyen de transformer les limites de notre monde, qui est un monde finissant par définition, limité, exposé à la mort, c'est de le transcender par cette expérience de création artistique, et en particulier de toutes les créations artistiques, la création qui a trait à la lumière, parce que celle-là, elle nous enthousiasme, comme elle a enthousiasmé Sugère, qui dit qu'on est dans une ambiance lumineuse, au point qu'on n'est pas simplement illuminé, mais qu'on devient soi-même lumière, d'un monde nouveau.
la lumière est présente dans son œuvre depuis ses débuts. Depuis même ces tableaux figuratifs qu'elle fait dans les années 50. Très souvent, ces tableaux sont organisés dans des compositions dans lesquelles vous avez une source de lumière au centre, et puis le reste du tableau va être organisé autour de cette source de lumière centrale. Et c'est ça qui va l'amener jusqu'à Chartres, parce que depuis cette époque-là, tout le travail qu'elle mène est un travail où elle va considérer que la lumière est la matière même de l'univers. Et que elle, son travail en tant qu'artiste, c'est d'arriver à saisir cette lumière, d'arriver à la mettre dans sa peinture et ainsi de la redonner aux gens qui vont regarder ses œuvres. Moi, je n'ai pas parlé de lumière, mais les gens qui regardent mes tableaux disent que c'est la peinture de la lumière. Et c'est pour ça que j'ai intitulé certaines de mes œuvres ainsi. C'est peut-être l'influence de la nature. La force intérieure et la force extérieure font une, et je n'ai jamais cessé d'essayer de les unir jusqu'à ce que leur fusion crée une œuvre. Je crois que la nature est le maître qui nous apprend tout. En regardant le lever du soleil, d'ici, je la salue tous les matins. Je ne sais pas comment l'exprimer avec des mots, mais ce que je sais, c'est que je lui dédie tout mon amour. La création de Wang Haija dialogue parfaitement avec la grande tradition du vitrail, bien sûr, de la lumière, et les traditions médiévales qui combinent le fameux cercle, ce cercle de plénitude, ce cercle d'accomplissement, avec des lignes plus verticales, des lignes qui traduisent un itinéraire partant d'un point vers un autre point. On part du bas de la verrière, on arrive en haut de la verrière, et dans les verrières de Wang Haija, on a une très belle verticale
qui est comme une sorte de grande allée, un peu comme la nef d'une cathédrale, qui se dirige vers la partie de l'arc brisé qui est en haut, qui est très semblable au rond-point de l'abside. Et sur cet itinéraire, sur cette trajectoire de la verticalité ou de la longitude, on a ce moment d'épanouissement qui se traduit par un cercle situé merveilleusement au bon endroit du vitrail et qui marque une sorte d'apesanteur, évidemment. Sans doute que cet axe vertical a un rapport avec le cercle, mais c'est plutôt le cercle qui donne à cette verticale sa profonde plénitude. Donc le cercle, effectivement, est parfait et il est travaillé par Bangaja de façon incroyable, avec toute cette irisation des couleurs, avec cette graduation des couleurs qui se focalise dans un centre qui rayonne, qui est lumineux et qui nous enthousiasme. Elle va travailler sur la lumière, sur la génération de la lumière dans son œuvre, de tout un tas de manières. Ça va être en favorisant donc ces compositions, il y en a de plusieurs types, mais il y a deux grands types principaux. Il y a les compositions circulaires, qu'elle continue à faire jusqu'à aujourd'hui. Il y a les compositions en bande. Et ces compositions en bande, c'est pareil, c'est-à-dire qu'il y a une source lumineuse au milieu, et puis ensuite on va avoir des bandes qui vont être un petit peu plus atténuées en intensité lumineuse. Il y a la question des techniques. Elle va utiliser par exemple des pastels irisés, qui évidemment vont attraper la lumière, vont renvoyer la lumière. Et il y a tout ce travail-là qui va être fait pour générer la lumière dans son travail. Et puis, du coup, il y a aussi un travail qui va être fait de sa part sur le vitrail. Et c'est un travail qui commence en 2007. C'est le moment où elle fait son tout premier vitrail. Et elle était vouée à travailler sur le vitrail, en fait. Travaillant sur la question de la lumière, travaillant sur la génération par l'œuvre de la lumière, le vitrail ne pouvait que l'intéresser. Et elle va réaliser son premier vitrail dans une exposition dans la fondation Kim Won-ki en Corée. Et elle va se contenter, c'est un premier vitrail assez rudimentaire. Elle prend des plaques de verre colorées qu'elle va disposer, et à l'arrière de ces plaques, il y a une baie vitrée, et sur la baie vitrée, elle va venir contrecoller une œuvre sur papier. Et c'est des papiers qui sont des papiers transparents, translucides au moins. Et donc la lumière va passer à travers le papier pour éclairer le vitrail. Et donc c'est un premier travail dans lequel il y a finalement une forme de peinture et de vitrail associés, mais les deux techniques ne sont pas encore fondues l'une en l'autre. C'est-à-dire que là, on joue sur un travail presque de perspective pour arriver à faire croire que la peinture est dans le vitrail. Mais d'ailleurs le vitrail qu'elle va faire, elle va faire un autre vitrail dans la foulée, et là on n'aura plus la peinture, et on sent qu'elle tâtonne un petit peu, c'est les premiers essais. Ce qui va changer évidemment dans sa pratique, c'est sa rencontre avec l'atelier Glasmalerei Peters, qui est un atelier en Allemagne, à Paderborn, et qui est un atelier qui va lui permettre de transférer sur verre le vocabulaire qu'elle a élaboré sur papier. Et donc c'est un travail qui est un travail de peinture sur verre, et où ils arrivent à respecter ses couleurs, où ils arrivent à respecter en partie ses nuances, parce qu'il y a tout un travail, quand elle travaille sur papier, qui va lui permettre de nuancer les couleurs, de nuancer les textures, notamment par le travail qu'elle fait sur la matière. Et là, évidemment, avec cet atelier qui fait notamment du verre thermoformé, avec les bulles, avec la finesse d'exécution de la peinture sur verre, elle arrive à retrouver quelque chose qui n'a pas totalement la finesse qu'elle peut avoir en termes de nuances de couleurs sur le papier, mais qui s'en rapproche et qui a évidemment le grand intérêt de pouvoir filtrer la lumière et d'être animé directement par la lumière. Oh, c'est magnifique, c'est beau comme ça.
Ça, c'est formidable. C'est bien. Parce que là, c'est très foncé un peu et c'est éclairé comme ça donne de volume qui est très très bien. Ça, c'est une grande réussite comme couleur et comme harmonie. Ça, c'est bien. Tu vois, c'est le troisième vitrail qui représente l'amour. Et alors, c'est parfaitement bien fait et j'aime beaucoup. Il y a un peu comme un cœur, quand on dresse comme ça, il y a un cœur symbolique qui est là. Et j'ai demandé un peu plus de rouge là, juste un peu comme ici. Et comme ça sera très symbolique. Et comme travail de couleurs, c'est parfait, c'est magnifique. Ça harmonise bien l'ensemble. Voilà. Le panneau qui représente la paix du monde et cette lumière qui représente le peuple de l'univers qui sont tous ensemble dans un cœur, c'est-à-dire l'être humain et la lumière, n'est-ce pas? On vient de lumière, on repart en lumière. Donc, toute cette marée, ou peut-être l'ensemble du peuple entier, le monde entier, vers la fin, vers la paix, vers quelque chose de lumineux. Et ça, c'est très bien fait, comme ça, n'est-ce pas? Quand une artiste comme Ejap nous présente son dessin pour la réalisation dans nos ateliers, et quand on a discuté avec elle, ou quand nous avons discuté avec elle, c'était très vite très clair qu'il y avait quelque chose d'exceptionnel à chercher, à trouver dans notre interprétation de ces dessins pour les traduire dans le verre. Et là, c'est grâce au talent de mes collègues. C'est surtout une collègue qui a travaillé sur la traduction du travail de Eja sur le verre. C'est grâce à son talent qu'elle a pu trouver cette petite graine. C'est peut-être une graine de spiritualité, je ne sais pas ce que c'est, mais il y a une petite graine dans son travail qui est extraordinaire. Il faut chercher, il faut trouver. Ce sont des choses qu'il ne faut pas absolument exprimer avec des mots. Ce sont des choses qui se transportent différemment. Il y a une ambiance, et Madame Bang, elle a une ambiance personnelle qui est très très captivante, même si elle est comme une petite feuille dans le vent. Elle est très présente et je trouve que ça a bien marché et j'espère qu'on a bien trouvé ce qu'elle voulait, ce qu'elle a cherché à exprimer avec ses dessins et son poème. La substance interne n'est plus qu'un œil acharné à s'élucider, à pénétrer le dedans du dedans, là où s'offrent la paix et la lumière, l'inaltérable joyau
de la haute connaissance. Merci infiniment pour tout voir un peu. Tout ce que nous avons reçu dans notre cœur par la nature, c'est toujours pierre, arbre, terre, rocher, tous les éléments de la nature. Je pense que notre cœur est communiqué toujours avec l'essence de la nature, c'est-à-dire pas seulement extérieurs, mais ceux qui sont intérieurs, qui donnent quelque chose de nouveau dans notre cœur, notre intérieur inspire de cela. Dans les années 1980, naît aux États-Unis une nouvelle approche de la spiritualité, à la fois mystique, individuelle et syncrétique, le New Age. Les adeptes de cet éveil d'un nouveau type sont séduits par la démarche de Bangaijan. Sa quête intérieure s'accorde à leur désir de réenchanter le monde. La question du rapport au matériau de Bangaijan est aussi une question qui peut s'articuler à l'attrait que va exercer le travail de Bangaijan sur un public, notamment un public occidental, qui est attiré par les questions spirituelles et qui va s'inscrire de manière consciente ou inconsciente dans ce sillage du New Age, parce que il y a dans l'œuvre de Bangaijan, dans ce travail qu'elle fait avec la matière, et notamment à partir des années 90, quand véritablement elle va abandonner la toile et où tous ces supports vont être des supports papier, il y a une volonté de co-création avec la nature. Et le papier, évidemment, c'est un bien qui est manufacturé, mais c'est un matériau qui est vu comme étant un matériau naturel. C'est du papier de mûrier qui est lié à la décantation d'écorce de mûrier, et donc le composant est un composant naturel, et elle va le travailler dans son épaisseur. D'abord, elle va froisser le papier, elle va le tordre, elle va lui imprimer des plis. Quand c'est formé, ces formes-là, je peux peindre avec l'encre ou les couleurs. Et c'est quelque chose de pinceau qui crée, voilà. Et ensuite, elle va, quand elle va peindre, elle va suivre certains de ses plis aux endroits où il y a des crêtes. Évidemment, quand elle va passer son pinceau, la couleur va se poser, et dans les creux, il y aura des vides. Et donc c'est ça qui lui permet de faire toutes ces nuances de couleurs à l'intérieur de ses œuvres.
Et puis ces glacis de couleur, elle va les appliquer par l'avers et le revers. Et elle va donc étager ces glacis dans l'épaisseur du papier. Elle a cette sensibilité à ce matériau qu'on va retrouver dans d'autres matériaux comme le géotextile, qui l'amène à jouer avec la matière et parfois à faire dépendre certains traits de pinceau des irrégularités de la matière. C'est aussi pour ça qu'elle va travailler avec le papier mâché. Et donc, il y a une vraie volonté chez Bangaija de co-création avec la nature qui, évidemment, va aussi entrer en résonance avec une fibre écologiste et avec une volonté de retour ou de contact beaucoup plus proche avec la nature qui va aussi être très prégnant dans une partie du public qui est attirée par la démarche spirituelle de Bangaija. En France, en Corée, aux États-Unis, en Belgique, en Hongrie, les expositions de Bangaija rencontrent un public fidèle et de plus en plus nombreux, fascinés par son univers. Et lorsqu'elle intervient dans des rencontres artistiques, son apparence fragile et sa voix douce créent une atmosphère hors du temps qui toujours suscite l'émotion. C'est les couleurs qui nous dirigent parfois. C'est pas parce qu'ils ont la spiritualité, ils sont une communion avec nous-mêmes. Et moi, quand je faisais quelque chose, je ne faisais pas pour la spiritualité. On est là pour s'amuser ensemble, de faire quelque chose de beau, vers lumière, quelque chose de magnifique. Mais c'est en faisant par petits gestes, 1 point, 2 points, beaucoup de points. C'est ça qui réunit petit à petit cette chose, vous dites spirituelle, mais moi je pense que c'est notre communion avec la matière qui nous dirige, notre cœur qui répond, et cet ensemble crée quelque chose qui plaît ou qui ne plaît pas. Je pense que c'est vraiment que ça vient de notre intérieur, de notre cœur, qui veut exprimer quelque chose qui dépasse ce monde, qui nous amène quelque part. Les 4 vitraux posés sur les larges baies de la chapelle Saint-Pierre de Chartres filtrent la lumière et les rayons du soleil. Le travail de Bangaija a toujours été marqué par une attention soutenue portée aux couleurs. Dans son œuvre, l'énergie de la couleur rayonne, vibre et scintille, en résonance avec les bleus et rouges des vitraux de la cathédrale voisine, âgée de plus de 8 siècles.
le vitrail apporte la couleur par cette technique qui rend possible l'intégration de la couleur dans la matière même du verre. Donc le verre est fondu, cette matière siliceuse qu'on récolte dans les bords des rivières, qu'on mélange à de la cendre pour avoir un élément, un fondant, chimiquement parlant, et on rajoute des oxydes métalliques, du cuivre, du cobalt quand on en a, un peu de plomb éventuellement, des oxydes qui vont colorer le verre en fonction de la température. C'est-à-dire avec l'oxyde de cuivre, on peut avoir un verre rouge ou un verre vert. Ça dépendra un peu du type de cuisson. Ils n'ont pas de thermomètre, mais on sait par expérience que si on pousse la cuisson, on va avoir un verre rouge et différents rouges. On a peu de couleurs au Moyen-Âge, essentiellement du rouge et du bleu. C'est les deux couleurs dominantes en France. En Allemagne, c'est plutôt rouge et vert. Mais notre sensibilité nous est accordée à cet antagonisme d'ailleurs très fort entre le rouge et les bleus, tempéré par du vert en petite quantité et du jaune en petite quantité aussi. Et donc on a peu de couleurs, mais le contraste entre ces couleurs est suffisamment fort pour qu'on puisse profiter de la force des couleurs primaires. Donc effectivement, les nuances arrivent dans le mélange kaléidoscopique des couleurs qui, vues de loin, se mélangent, se confondent et produisent des nuances. Mais dans la réalité, on a 4 couleurs, plus une grisaille. Alors la grisaille n'est pas une couleur, évidemment, mais c'est un oxyde, enfin un verre liquide qui est rajouté au pinceau et qui permet de nuancer les couleurs, soit en les obscurcissant, mais surtout en apportant des traits qui vont être significatifs, puisque on va dessiner un visage sur un morceau blanc, ou des drapés de vêtements sur un morceau bleu, ou encore des éléments d'architecture. Donc tout cela est rajouté, et c'est ce qui donne d'ailleurs le nom souvent qu'on utilise pour le vitrail, la peinture sur verre. Peinture sur verre qui tient à cette grisaille qui est appliquée au pinceau, avec différents types de pinceaux, très fins, un peu moins fins, et puis les brosses pour créer des ambiances un peu plus diffuses d'obscurité. Donc on a un dialogue entre la lumière pure qui est relativement atténuée par les couleurs, parce que les couleurs créent des filtres, en particulier le rouge. Le rouge est une couleur qui retient beaucoup la lumière, et il faut trouver des techniques pour utiliser des verres rouges très très fins, qu'on va parfois plaquer entre 2 verres blancs pour être sûr d'avoir une solidité, alors que le verre bleu, contrairement à ce qu'on pourrait penser, est beaucoup plus lumineux. D'ailleurs, c'est ce qui fait que, en rentrant dans la cathédrale de Chartres, la première couleur qu'on voit, c'est le bleu. C'est le bleu qui s'impose parce que, d'abord, il se salit beaucoup moins que le rouge, pour des raisons un peu curieuses, et ensuite, il s'impose, évidemment. Petit à petit, quand l'œil s'est accommodé, on voit ce dialogue bleu et rouge. La chapelle Saint-Pia est un lieu d'exposition. Elle est décorée de peintures murales et le trésor de la cathédrale y sera mis en scène. Reliques, statues, objets de culte et ornements. Lors du concours qui a réuni les artistes et leurs verriers, les projets devaient en tenir compte. Les baies devaient s'accorder à la fonction de la chapelle. Dans un premier temps, 4 artistes ont été retenus. Bangaïja a présenté elle-même son œuvre de manière très personnelle et touchante. C'est elle qui finalement a été choisie. On a un travail assez impressionnant des maîtres verriers, les ateliers Peters, pour mettre en valeur ce projet techniquement, parce qu'il y a la création de l'artiste, mais il y a aussi la transposition qu'en fait le maître verrier sur la matière. Et donc là, en fait, l'association des deux permet
sur la base d'un projet très coloré, de le transposer parfaitement sur la matière. Ce qui est assez fascinant, c'est le détail de réalisation dans tous les éléments qui matérialisent l'œuvre de l'artiste, c'est-à-dire cette transposition, cette perception de la lumière. C'est ce qu'elle a voulu mettre en avant, et il faut qu'il y ait une bonne articulation entre le projet de l'artiste et la réalisation qu'en fait le maître verrier. Et là, il y a une très belle adéquation entre les deux. Alors, il y avait une double prouesse technique, on va dire. Il y a toutes les techniques de peinture pour justement produire ces effets de teinte et de nuances, mais aussi sur la verrière de doublage qui doit assurer d'une part la sécurité du site, pour que les verres soient anti-effraction, mais également pour apporter, on va dire, un relief à l'extérieur, une perception de l'œuvre depuis l'extérieur, avec effectivement un principe de thermoformage qui donne un relief et qui structure le verre de façon à pouvoir appréhender sans la couleur à l'extérieur. On l'appréhende sans la couleur, mais uniquement sur le relief sur le verre. On peut déjà commencer à apprécier ou voir cette œuvre différemment. J'ai été sélectionnée par le jury. Plutôt que de faire un grand discours, j'ai laissé mon cœur dicter mes paroles. Et ça a marché. Mon œuvre a été choisie. Et le jour où elle venait ici pour donner sa présentation avec ses dessins, c'était quelque chose de très spécial. Et elle présentait son dessin qui était accompagné par un poème qu'elle avait écrit et récité. Et elle était là, elle est une personne âgée, elle est petite, elle est toute fine, et elle parle à petite voix. Et elle parle de pas beaucoup de mots, mais ce qu'elle dit, c'est très bien ciblé, c'est sur le point. Et elle présentait ses dessins alors, accompagnés de son poème. Et il y avait comme un frisson qui passait la salle. Et moi, j'étais là-dedans et je me suis dit, tiens, il y a quelque chose qui s'est passé là. Ça, c'est différent qu'aux autres présentations que tu as déjà suivies pendant des années avant. Et je me suis dit, s'ils ne choisissent pas le dessin de Hejabam pour la chapelle Saint-Piet, il y a quelque chose qui ne va pas bien dans ce moment-là. Et heureusement, c'était bien son dessin qui a été choisi. Et l'effet, c'est merveilleux. C'est le bon dessin dans le bon endroit. Ce qui est vraiment précieux avec Borja, c'est qu'elle poursuit l'histoire de l'art par la création. Et donc l'art ne peut être que vivant. Et il y a un danger pour les monuments historiques aujourd'hui à se contenter de leur propre patrimoine historique d'une qualité absolument indiscutable, mais ce patrimoine a besoin en permanence d'être réactualisé. Donc l'accueil de toute création contemporaine dans un monument historique est un moment de grâce, parce que l'histoire se poursuit, ça s'est d'ailleurs toujours passé comme ça. Les œuvres ne sont jamais immobilisées, figées, et on ne refait jamais deux fois la même œuvre. Donc, il y a une créativité permanente. Alors ça, c'est un grand moment. Et le deuxième moment, qui est précieux dans cette chapelle Saint-Pia, c'est de poursuivre l'émerveillement, donc initié par les gens du Moyen-Âge, l'émerveillement qui tient à cette harmonie lumineuse. Il y a dans le vitrail et dans les œuvres de Borja, de façon générale, une proposition d'harmonie, de paix intérieure, d'équilibre dont on a franchement besoin pour connaître justement notre avancée dans l'histoire, qui est très chaotique.
marqué par les guerres, les accidents, les retours en arrière, qui est terriblement tragique. Et voilà que dans les vitraux de la cathédrale, dans ceux de Bangaja, on a un moment de paix qui ressemble furieusement à un moment d'éternité. Et c'est ça, c'est une grâce pour notre histoire qui s'accélère. On ne sait pas très bien où on va, on ne connaît pas très bien le sens. Le sens n'est certainement pas dans une période lointaine. Le sens est aujourd'hui. Il est aujourd'hui dans cette plénitude qu'il faut atteindre dans le moment présent. Il n'y a pas d'autre moment que le moment présent. Et Bangaja donne à ce moment présent une capacité, par la transcendance, par l'abstraction, par la qualité de la lumière, une capacité de sublimer le temps et donc d'atteindre l'éternité.